Chaque jour, de 19h à 19h30, Télé 7 vous propose un journal télévisé professionnel et de qualité avec une équipe rédactionnelle de pros. Mais comment ce journal est-il concocté? Tout commence à partir de 9h, lorsque les journalistes se rencontrent au conseil de rédaction pour débattre sans passion autour des questions d'actualité. Le problème se pose, qu'est-ce que nous devons dire pour que nous ne puissions pas juger parce que le dossier est en instruction? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans nos papiers de fond par rapport à ces choses? Je rejoins ce que mon ami l'avait dit au début. C'est-à-dire nous sommes obligés d'abord de retracer l'histoire sur cette histoire, sur cette affaire de son coup. Au conseil spécial du chef de l'État en matière de politique, qui lui aborde un document de 66 millions, qui remet en cause justement le financement qui était de 57 aujourd'hui et a relevé pour qu'il y a 66 millions. Ce procès nous permet à la population congolaise de se rendre compte que la mafia existe. Il avait justement rendu un document dans lequel c'était juste un relevé bancaire. Cet aspect de mafia, c'est aussi important. Après avoir concocté les informations, les journalistes traitent les données brutes. Puis se présentent au montage pour un nettoyage final. Non, recule un tout petit peu avec ces images, recule plutôt en arrière. Voilà. Pour cet élément, on commence là où le porte-parole est en train de parler. Bien. Tous les équipements professionnels, les preneurs de vue qualifiés et un plateau moderne sont mis en contribution pour mieux vous servir et vous présenter un journal de haut standing. Bienvenue dans ce journal, dont voici le principal titre. C'est la fin de ce journal. Cette équipe de pros, dotée d'un sens éthique et déontologique élevé, vous dit Télé 7, la soif de vous informer autrement. L'impartialité dans le traitement de l'information est notre devoir. Le traitement de l'information dans toutes ses facettes et de façon professionnelle. Vous informer sans passion est notre objectif. Restez le mieux informé en permanence. La fiabilité, la précision, la porte ouverte pour le monde. Télé 7, la passion d'informer sans passion. Magazine. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de bonheur que nous vous parrainons chez vous, au travers, bien sûr, de votre magazine Analysis, sur les antennes de Télé 7. Mesdames, messieurs, nous démarrons justement d'ailleurs cette semaine avec mes éminents confrères qui sont venus nous honorer autour de ces plateaux, et également aussi d'autres acteurs politiques. Comme d'habitude, on a toujours besoin de faire un tour d'horizon aux différents sujets et pourquoi pas sur les différentes questions d'actualité. Comme vous le savez, la semaine dernière, c'est vrai, l'actualité était tellement bouillonnante. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ensemble avec des éminents confrères et pourquoi pas aussi d'autres acteurs politiques pour aborder comme sujet d'abord celui de la condamnation de Vital Kamerhe et consorts sur un lourdement chargé par les tribunaux. Alors la question reste de savoir, est-ce que devons-nous s'y attendre à une peine prononcée de 20 ans autour de travaux forcés, de son inéligibilité pour les 10 ans, son interdiction bien sûr d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit bien sûr l'échelon, privation de droit à la consommation et à la libération conditionnelle et pourquoi pas à la réhabilitation dans le but bien sûr de faire bénéficier les coupables des avantages. Donc, déjà, ça c'est le tout premier sujet qui va faire appel bien sûr à un petit débat. Nous allons également aborder cette question aussi qui fait couler beaucoup d'encre. Alors, nous allons parler de cette coproposition de loi portant révision de loi sur les statuts des magistrats, loi sur le Conseil supérieur de la magistrature et loi sur les juridictions judiciaire. Est-ce que cela est opportun? Là, nous le savons, c'est Aubin Minaku et Gary Sakata qui ont fait justement une telle proposition. Nous allons également aussi aborder la question sur des arrêts de la Cour constitutionnelle. Cette question de AFDC, de Bahati Lukobo, qui pense qu'il faudrait saisir justement les juridictions nationales et internationales compétentes
Alors, ce sont des questions auxquelles, avec les co-débatteurs qui sont avec nous ici, nous allons discuter ensemble avec eux. Et enfin, nous allons chiter avec cette question sur ECC, ECC, Église du Christ au Congo, sur la question de la présidence au niveau de la CENI, c'est-à-dire ECC s'est dit choqué après la lumière faite par la haute hiérarchie kimbanguiste autour d'un candidat qui par moment dérange, c'est la personne de Ronsard Malonda. Et enfin peut-être, si on aura encore le temps, nous ne manquerons pas, ne fût-ce que mesdames, messieurs, de jeter un petit mot par rapport à cette pandémie des coronavirus qui depuis un certain temps fait jaser et danser pratiquement tout le monde. Voilà, mesdames, messieurs, ce sont ces quelques sujets essentiels qui feront bien sûr débat autour de ces plateaux. Alors, mesdames, messieurs, je ne suis pas seul sur ces plateaux, en complicité bien sûr avec des amis qui sont en train de travailler avec moi dans l'ombre. Je m'en veux déjà vous présenter à ma gauche. Je suis avec Dou Jésus Bélédou, à qui on dit bonjour et bienvenue. Bonjour, chers confrères, c'est vraiment un plaisir d'être compté parmi les invités. C'est une première fois pour moi de participer à cette émission. Le sujet est très alléchant. Je crois que nos analyses vont éclairer les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent. Je salue en passant mes confrères qui sont en face de moi, des éminents. En tout cas, vraiment merci, c'est gentil de votre part. Nous avons un habitué, c'est Papi Wilson Monzemba. Vous allez bien? Oui, ça va, sauf la Covid, il connaît assez vite, et puis pour accéder, c'est compliqué. Là, voilà pourquoi on a dit que... Bon, ouais, bah, c'est-à-dire accéder au site, c'est pas facile ces derniers temps. C'est très compliqué. Apparemment, on a renforcé des mesures de sécurité. Non, ils n'ont pas renforcé, plutôt ils ont... déjà, quand vous tronqué. Lancez une plainte dans ce sens-là, que non, accéder au site, c'est plus facile. Alors, c'est que quelque part, les dispositifs sécuritaires sont renforcés. Ils ont tronqué les systèmes. Ah, okay. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des autres. C'est ça le grand problème. Ok, merci bien. Allez, nous irons de l'autre côté de l'autre table. On va dire bonjour à monsieur Anibo. Bonjour, bonjour, bonjour monsieur. Vous allez bien? Bon, on est là, très content qu'on se retrouve encore ce matin pour essayer de scruter un peu les questions qui alimentent l'actualité politique de notre pays. Et pourquoi pas aussi à l'extérieur. Ok, très bien, merci. Et à votre gauche, à votre droite plutôt, nous avons Kengete. Kengete, vous allez bien? Oui, je vais bien. Ok, allez, nous allons signaler un truc, mesdames, messieurs. C'est parmi nos auditeurs, non, c'est parmi nos téléspectateurs, excusez-nous. Alors, aujourd'hui, il s'est dit qu'il doit aussi compétir autour de ces différents sujets qui sont abordés ici. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est dans la peau d'un analyste. On va quand même l'écouter. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ça l'essentiel. On démarre déjà. Là, je m'en vais du côté de mon confrère, Dou Jésus. Vous avez suivi Vital Kamerhe, le véridique a été prononcé le samedi. 20 ans. Vous avez quelle lecture? Les uns pensent que non, ce procès est plus politique que juridique. Je voudrais bien avoir une réaction à chaud par rapport à ces sujets. Il n'y a rien de politique dans ce procès. Vous savez, Vital Kamerhe l'a rappelé au cours du procès qu'il était un intellectuel et il a réussi son coup. Quand aujourd'hui, je suis certain débat, certains journalistes parlaient d'un procès politique, et justement, c'était la volonté de Vital Kamerhe. Il a réussi à changer l'essence même de ce procès, en le voulant d'ailleurs politique. Il n'en est rien des politiques dans la mesure où tout part de la clameur publique. Vous savez, nous sortons d'une situation très compliquée du pays. Le chef de l'État lance les 100 jours. Il y a eu blocage à tous les niveaux, au niveau d'abord des sauts de moutons, au niveau des maisons préfabriquées. Et qu'est-ce qui se passe après? Les chefs estiment qu'il y avait des dossiers très importants qui n'arrivaient pas à son cabinet. C'était au mois de janvier 2020. Il y a eu une réunion très décisive où le chef de l'État a tapé les poings sur la table pour dire qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il ce blocage? Pourquoi certains dossiers ne me parviennent pas? Et du coup, il fallait qu'il y ait cette clameur lors du Conseil des ministres. Les chefs de l'État demandent à ce que la justice fasse son travail oui. Pour finir et voir exactement qu'est-ce qui se passe. Et lorsque la justice va essayer de faire son travail, on découvre qu'il y a eu 57 millions de dollars s'agissant des maisons préfabriquées qui ont été déboursées sur base de rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un contrat, un avenant non plus. On a vu Bitakwira défiler. Vous dire qu'il s'agissait d'un contrat de 26 millions de dollars. On a vu le directeur général des régulations de marché public qui vous dit clairement: j'ai reçu un projet d'avenant, j'ai posé des annotations, certain nombre d'éléments que j'ai renvoyés à la République
pour avoir des informations sur la nature de ce contrat, la présidence de la République agissait en qualité de qui? Je n'ai jamais reçu des réponses quant à ce. Je considère que c'était qu'un projet d'avenant et j'ai été surpris de savoir qu'il y a eu 57 millions de dollars qui ont été déversés. Donc je crois qu'à ce niveau, il ne s'agit pas d'une affaire politique. Je ne crois pas. Peut-être plus tard, les conséquences seront politiques. Mais au départ, il n'y a pas un début politique. Il s'agit effectivement d'une action judiciaire. Et on a tout suivi le procès. Gloire à Dieu, le procès était en direct. On a vu comment le procès s'est déroulé en toute indépendance d'esprit. Je salue ici les juges, la mémoire du juge Gianni, qui malheureusement nous a quittés dans des conditions très compliquées. Juste pour vous dire qu'il y a eu tous les éléments. Les gens ont cherché à mettre des éléments. Pour que cela soit un procès politique, en assassinant les juges, je me permets de le dire aujourd'hui, dans la mesure où ces juges est décédé dans des conditions mystérieuses. On nous a d'abord parlé du poison, et puis on parle après d'un traumatisme crânien dû au coup qu'il aurait reçu. Je me questionne sur les moments où il a reçu les coups. Est-ce avant qu'il arrive au bureau ou pendant qu'on l'a amené à l'hôpital? Donc il y a un peu un flou compliqué par rapport à ça. De l'autre côté, c'est Silvano Kasongo qui prend la primeur de l'information, qui vous dit il s'agit d'une crise. Donc il y a un flou autour de ça. Donc pour revenir au procès, moi je crois que c'est une première. On se veut un état des droits, mais c'est aussi une première. Il faut qu'on s'y habitue, qu'on voie un directeur de cabinet du chef de l'État répondre devant la justice, être finalement cloué devant la justice pour des faits qu'il a commis. Les gens parlent de preuves, on n'a pas eu de preuves matérielles par rapport à ça, mais les avocats de la République ont été très clairs là-dessus. Lorsqu'ils vous disent, par exemple, lorsqu'il s'agit du détournement, il ne faudrait pas confondre avec les vols, où je peux prendre, après l'émission, les téléphones de Yvon, je mets dans ma poche, et je rentre avec, lorsqu'on m'appréhende, on récupère les téléphones dans ma poche. Non, dans un détournement, l'argent peut ou n'est pas se retrouver entre mes mains, mais entre les mains de ma femme, entre les mains de mon cousin, entre les mains de mes enfants. Et exactement, c'est ce qu'il y a eu. Comment expliquer que les 57 millions de dollars de Jamal ont été décaissés pendant la période fin mars 2019 à fin avril 2019? C'est pendant cette fourchette que Jamal a reçu les 57 millions de dollars. Alors, comment expliquer que pendant cette même fourchette, Massaro s'étape une villa de 1 157 000 dollars américains ici dans la commune de la Gombe, fruit d'une vente aux enchères? Comment expliquer que Soraya aurait perçu des donations du côté de Jamal, etc. Les comptes qui ont été gonflés. Donc je crois qu'il y a eu clairement un procès, et la justice a fait son travail, rien à voir avec un procès politique, et c'est un exemple. Alors comment allez-vous réagir par rapport à certaines langues qui disent que ça c'est vraiment de la politique? Nous les savons déjà en 2023, Kamere en principe, au regard des accords qui les lient au niveau du cash, c'est lui qui serait président de la République. Alors, puisque Fathi doit faire peut-être 2 mandats, alors politiquement, avec toute intelligence, il faut écarter celui-là et qu'on doit passer par un procès comme celui-là. Je crois que l'UNC s'est victimise un peu trop, oui. Parce qu'il y a beaucoup de confusion même dans les chefs de certains animateurs de l'UNC. Au début, lorsque le procès a commencé, j'ai suivi la déclaration de l'UNC qui accusait, qui pointait du doigt le partenaire, donc c'est-à-dire leur partenaire l'UDPS, pour dire tout le chef de l'État a livré un allié. Que s'est-il passé? Félix Tshisekedi ne peut pas livrer. En politique, on ne livre pas un allié. Il y a une litanie des leçons. Mais plus tard, je crois que c'est lui qui va dissiper même ses doutes. C'est Vital Kamerhe lui-même à la fin du procès, lorsqu'il vous dit, ce n'est pas moi qui suis visé, mais les chefs de l'État. Qui en veut finalement à l'UNC? Je crois qu'il ne faudrait pas trop aller dans des considérations, dans les calculs politiciens. Est-ce que les contrats signés à Nairobi entre l'UDPS et l'UNC consacraient l'impunité? C'est ça la bonne question. Est-ce que les contrats UNC-UDPS consacraient l'impunité, consacraient les détournements? Je crois qu'il n'en est pas question. Donc ici, il faudrait d'abord dire un fait. Le fait, c'est que les faits est de droit et de la justice. Bref, les la boulimie, moi je crois que la boulimie des Kamere l'a poussé un peu trop. Parce que lorsqu'on veut gagner, on le voyait.
ça tapait aux yeux et on s'attendait pour les avertis. On pouvait voir déjà où Kamere pouvait. Donc vous voulez dire en voulant, trop gagner, on finit par tout perdre. Un mariage qui pratiquement fait 2 semaines, etc. On voit des actions tape-l'œil, voyez-vous. Donc c'est-à-dire c'était un peu de trop. Et lorsque les choses n'évoluaient pas et lorsqu'on essaye de mettre les yeux, la justice met la main sur ce qui s'est passé, on voit qu'il y a eu magouille, il y a eu détournement. Voilà pourquoi la sentence que j'estime un peu trop sévère, 20 ans de prison ferme, je l'estime un peu trop sévère. Là, il faudrait qu'on le dise. Mais je crois que c'est aussi une leçon. Le souhait, je vais terminer par là, le souhait serait que cela ne se limite pas à Vital Kamerhe. Il faudrait finalement ouvrir la boîte à Pandore. Il faudrait fouiner dans le passé. De remonter avec la filière. Il faudrait remonter. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a des initiatives, des projets de loi d'Aubin Minakou et on en arrivera, c'est vrai. Qui cachent, c'est l'arbre justement qui veut cacher les détournements, qui ne fait pas qu'on mette sur la table du procureur les dossiers. Albert Youma, qui une fois on a suivi Chadari le dire, à qui veut l'entendre, nous allons paralyser les pays. Si on a mené Youma en justice. Donc il faudrait aller jusqu'au bout de la logique. Il ne faudrait pas que Vital Kamerhe paye les péchés du monde comme Jésus. Ok, très bien, merci. Nous poursuivons, mesdames, messieurs, c'est vrai, nous avons également un autre invité, un habitué d'ailleurs. Cette émission qui vient de s'ajouter autour de cette table, c'est la personne de Prince Epenge, à qui on dit bonjour Prince Epenge. Bonjour. Merci, vous allez rapidement réagir, mais je voudrais d'abord aller de l'autre côté. Là, je pointe le doigt à Kingete. Kingete, vous avez suivi le procès de Vital Kamerhe. Alors, vous avez quelle lecture? Bon, pour moi, les juges ont déjà dit les droits. Oui. M. Vital Kamerhe va juste interjecter un appel. Et je crois qu'en interjectant un appel, les juges vont réexaminer les dossiers et ils vont assouplir la peine. Deuxièmement, je peux dire que Félix Tshisekedi a trahi M. Kamerhe, comme il avait dit pendant la campagne qu'il ne va jamais trahir son beau-frère. Alors, attends, ça sont les affaires de l'État. Il l'a trahi comment? Mais c'est la justice. C'est-à-dire, M. Kamerhe a eu des démêlés avec la justice, c'est pas avec Félix Tshisekedi. Il pouvait les protéger. Les protéger, c'est-à-dire, non, mais quand même, nous ne sommes pas dans une république des protégés. Non, il pouvait les protéger. Les protéger, c'est-à-dire, je comprends rien. Les protéger comment? Et quand vous dites protéger, c'est-à-dire assurer sa sécurité. Assurer sa sécurité, comment? Il n'est pas sécurisé? Non, à tel point qu'on ne puisse pas le poursuivre en justice. Non. Bon, je ne sais pas si les amis qui sont avec moi autour de ces plateaux pourront partager le point de vue de mon ami, mais poursuivez rapidement. Et puis, oui, M. Kabila n'est pas au pouvoir, mais il a quand même protégé M. Albert Youma pour qu'il ne puisse pas être poursuivi en justice. Donc là, ça n'engage que vous. Là, ça n'engage que vous. Allez, je voudrais une réaction à chaud. Prince Epenge, Vital Kamerhe, condamné pour 20 ans, 10 ans, il n'a pas droit d'accéder bien sûr à des fonctions publiques, voire même para-étatiques. Et il demeure inéligible. Comment vous pouvez réagir par rapport à cela et surtout à ces vérités qui est tombé? À ce stade du procès, tout d'abord je voudrais d'entrée de jeu vous remercier pour cette invitation. Merci. Et à cette étape du procès, nous disons au sein de la MOCA, que je représente ce matin, que la justice a fait son travail. Un très bon travail. Nous avions exhorté les juges à poursuivre leur travail. Nous avions vu combien le peuple a suivi ce procès avec intérêt. C'est justement parce que l'argent du peuple a été détourné et le peuple entendait obtenir réparation. Mais le peuple a même son gain de cause. Nous disons que c'est une première étape. À féliciter quand même. Il va falloir arriver à une autre étape. C'est-à-dire quoi? Oui. Nous pensons que les magistrats et les procureurs doivent étendre les enquêtes si d'autres volets de ces fameux programmes de 100 jours. 100 jours, il n'y avait pas que les maisons préfabriquées. 100 jours, il y avait aussi les seaux de moutons. 100 jours, il y avait également les supposés barrages les mini-barrages hydroélectriques.
100 jours, c'est aussi les routes dont on a vu des petites portions de routes de moins d'1 kilomètre être construites à 1,6 million de dollars. Jamais vu actuellement ailleurs. 100 jours, c'est aussi les prétendues écoles construites dont on ne sait pas localiser exactement où elles sont. Donc, nous voulons que tous ces différents volets de ce fameux programme de 100 jours puissent faire l'objet des enquêtes sérieuses. Mais on peut partir déjà de quelque part. S'il vous plaît, c'est là où il y a un problème. Qu'on puisse commencer ce procès à se limitant uniquement si les maisons préfabriquées. Mais non, on n'a pas dit qu'on s'arrête seulement s'il vous plaît, sur le fameux. Je suis politique et aussi politologue. On m'a enseigné de voir ce qui est et non ce qui devrait être. Très bien. On a eu l'impression que les magistrats et les juges avaient quelque chose à cacher dans d'autres procès, dans d'autres chantiers. Vous savez que dans tous ces chantiers, dont notamment ceux des moutons, les mêmes naufrages économico-financiers est partout. Alors, nous voulons que maintenant qu'on a fini avec les maisons préfabriquées, qu'on passe les 100 jours, mais aussi que les magistrats et les procureurs se saisissent d'office de la question des 200 millions de dollars à la GECAMIN, mais aussi et surtout des 1 milliard de dollars donnés à la CENI en 2018 pour l'organisation des élections. Il y a un élément important que nous n'avons jamais cessé de demander depuis le début de ce procès au sein de la MOCA, c'est de dire que les responsabilités doivent être établies à tous les niveaux. Je viens de m'entretenir avec beaucoup de certains journalistes de RFI ce matin, où Juan Gomez avait organisé, vos confrères de RFI avaient organisé un débat sur la condamnation de Caméré, où on a fait remarquer que beaucoup de gens disent que c'est un procès politique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les sentiments d'injustice. C'est comme si Caméré est l'homme qui a ramassé tous les péchés. Vous-même, en tant qu'acteur politique, comment vous pouvez réagir à la même question dont vous vous êtes posé? Oui. Nous ne voulons pas que certains de nos compatriotes aient l'impression que Caméré a été sacrifié sur l'autel d'une éventuelle, c'est pas, il y en a qui parlent de la réélection de M. Félix Tshisekedi, on peut parler de la réélection pour quelqu'un qui n'a pas été élu. Mais j'ai dit, Caméré a été un peu crucifié et est le porteur de tous les péchés de l'initiative des pauvres 100 jours. C'est là où nous insistons, c'est de la MOCA. Qu'à un moment donné, il faut que M. Félix Tshisekedi, à son niveau, s'explique et dise au peuple quel a été son rôle dans le cadre de l'exécution de ce programme de 100 jours. Très bien. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi chuter. Je parle au nom j'engage mon parti ADD Congo et je parle au nom de la MOCA que c'est une position officielle. Okay. Nous voulons que monsieur, parce que c'est ça aussi l'état des droits. Quoi qu'on n'est pas dans l'état des droits, on est dans ce qu'on appelle état des mensonges. Oh là là. Et dans une république telle qu'on l'a appris, telle que les Hélènes, la communauté hellénique l'a définie, tout celui qui a une part de responsabilité dans la république, une part de responsabilité publique, doit répondre de ses actes. Le programme est appelé... Mais vous invitez Félix dans ces dossiers de 100 jours. Mais expliquez-nous un peu. Vous l'invitez dans ce procès des 100 jours. Comment? Parce que nous savons tous que la seule personne qui a engagé, qui avait cette responsabilité, c'est Vital Kamerhe, papa. Mais c'est pas, monsieur, mais laissez-moi vous répondre 2 minutes. Mais sinon, vous essayez de prendre tout le temps pendant que nous avons... Il a déjà une minute. Bon, rapidement. Vous avez compris que depuis le début de ces procès, jusqu'à la fin du procès, M. Félix Tshisekedi a été cité à plus de 137 fois. Oui. Et vous savez ce que c'est qu'une citation dans un procès. La loi dit toute personne citée dans un procès, s'il est invité, a l'obligation légale d'aller y répondre. M. Félix a été cité. M. Félix n'est pas Dieu.
pour ceux qui reconnaissent sa fonction de président, ils doivent savoir que le président n'est pas au-dessus de la loi. Il peut aller répondre ou surtout définir. Mais il pouvait aller répondre devant quelle cour? Est-ce que la cour en question était compétente par rapport à la responsabilité que Félix a en tant que chef de l'État? Je vais balayer d'un revers de la main ce prétexte-là où on dit il a des immunités, le chef de l'État. Je voudrais vous dire ceci, que si M. Félix est accusé, son juge naturel en matière pénale, c'est la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le tribunal de grande instance de la Gombe. Mais quand on est cité, je dis bien, M. Félix n'est pas accusé. Très bien. Personne, s'il vous plaît, monsieur, on parle entre intellectuels, personne n'a accusé M. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a été cité. Et quand on est cité, on se doit d'aller répondre. Encore qu'ici, il s'agit d'éclairer la lanterne des gens. Les 100 jours ne s'appellent pas les 100 jours de Vital Kamerhe. Ça ne s'appelle pas les 100 jours du directeur de cabinet. Ça s'appelle les 100 jours du président de la République. Et quand M. Kamerhe vous dit que je détiens les annotations potentiellement compromettantes du chef de l'État et que je me refuse de les livrer ici pour ne pas l'humilier, je les cache, je vais en donner en privé. Ça veut dire quoi? C'est une accusation directe. Et à la fin de l'audience, à la dernière audience, Kamerhe ayant demandé qu'on entende Félix et qui n'a pas vu de réponse, Kamerhe s'est permis d'aller avec un CD contenant les images et les instructions directes de M. Félix Tshisekedi au ministre du Budget, au ministre des Finances et au directeur de la Banque centrale, où il donne l'ordre qu'on décaisse tout à fait cessante les fonds de l'État. Alors, dans ce sens-là, si M. Félix Tshisekedi ne fournit pas une explication, les gens vont dire, en bon, cet état de droit, il est sélectif, on épargne Félix pour sacrifier Kamerhe. C'est justement ce que la Mouka ne veut pas voir. Ok, très bien. Toutefois, nous disons, nous saluons. Oui, on a compris que la Mouka ne veut pas voir Kamerhe être sacrifié. C'est ça, c'est ce que vous avez dit. Entre-temps, heureusement que je ne m'adresse pas à vous. Oui, bien, non, ça dit seulement ce que vous avez dit. J'ai dit clairement que la responsabilité de Kamerhe a été engagée, mais nous disons aussi la responsabilité morale, éthique et politique de Félix Tshisekedi est engagée. Et à son niveau, il doit fournir l'explication. C'est son cabinet. Ce n'est pas le cabinet de Kamerhe. C'est son cabinet qui a détourné l'argent. Vous n'allez pas nous dire que Félix Tshisekedi ne est au courant de rien. Mais non, merci bien. On vous a écouté, on vous a suivi. Monsieur Ali, vous pouvez rapidement réagir par rapport à cette question sur la condamnation de Vital Kamerhe. Rapidement. Merci beaucoup. Non, mais je dois avoir le même temps d'antenne que les autres. En fait, j'ai des sentiments partagés. D'un côté, je tiens d'abord à féliciter le juge Bakenga Pierrot et toute sa composition pour le professionnalisme et l'expertise avec laquelle ils ont motivé leur jugement pour finalement arriver à la condamnation. Mais quant à la condamnation elle-même, ce n'est pas une surprise. Pour tous ceux qui connaissent bien, qui ont des notions de droit, ils comprendront que les décors étaient bien plantés dans le sens que M. Kamerhe avait outrepassé ses compétences et il a posé beaucoup d'actes qui l'ont finalement amené à être le plus grand responsable. On a dit co-auteur, mais non, mais lui est le plus grand responsable. Et au même moment, j'ai un sentiment de tristesse parce que déjà le même jour, le samedi, nous avons appris par des réseaux sociaux qu'il y a eu des troubles ça et là, à Walungu, à Bukavu et tout ça. Mais je voudrais ici demander à mes amis de l'UNC, parce que j'en ai, et surtout des juristes, qu'ils fassent quand même un effort pour faire comprendre à certains de leurs compatriotes, camarades du parti, et aussi, je suis très content que hier, mon ami Benoît, qui est de Walungu, a été en train déjà de faire ce travail-là, de faire comprendre à ses frères que la question n'est pas des originaires de Walungu, la question n'est pas de l'UNC, mais la question concerne M. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, sans qu'il y ait un contrat, a fait sortir 2 fois de grosses sommes au trésor public pour faire ce que finalement la suite nous connaissons. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais au même moment, je suis en train, je ne sais pas, il y a des gens qui, apparemment, ils parlent français, c'est une langue qui n'est pas nôtre, mais on croirait qu'ils ont été à l'école. Quand ils parlent,
Et le français, là, ne contient que des histoires qui n'ont rien à voir avec la droiture. Ça frise l'immoralité. Parce que la moralité, c'est un ensemble de valeurs positives. Mais quand vous voyez des gens en train d'argumenter. Je veux d'abord commencer par expliquer un élément. Rapidement. Il y a une... Non, s'il vous plaît. M. Vital Kamerhe l'a dit devant le juge que avant que je n'aille au parquet, je posais la question, le chef de l'État m'a posé la question si je me reprochais de quelque chose. Ça, les gens ont oublié. M. Vital Kamerhe n'a cessé de répéter, l'a répété encore vers la fin de l'instruction, que ce n'est pas le cash, mais mon problème, c'est il a pointé le FCC. Mais, je ne sais pas, moi je vois l'aspect légal et juridique, M. Vital était dedans à l'eau de pied et tête. Mais je ne sais pas d'où vient l'affaire de Balouba, qu'on a massacré, qu'on a tabassé dans plusieurs villes de notre pays, où est l'affaire du chef de l'État, et même Prince Pengue est en train de dire des histoires. Non. Vous savez, nous passons à la télé, nous devons vendre positivement notre image. Le chef de l'État fait sa campagne sur base d'un programme. C'est ce programme-là qui doit être appliqué par le gouvernement. Le programme doit être endossé par le gouvernement. Sauf que les amis de 2005 ont taillé la Constitution sur le mesure pour rendre le chef de l'État irresponsable de sa gestion. Mais c'est son programme. Et je l'ai dit une fois sur ce plateau, qu'il y a dans le langage, le jargon militaire, on dit le je veux du chef. C'est-à-dire le chef a dit je veux que l'on améliore les conditions d'existence de vie de policiers, de militaires. Je veux qu'on mette fin aux embouteillages. Je veux qu'on mette fin aux nids de poules et aux baies de cochons. Et maintenant, il a dit, il y a une équipe qui s'est mise en place et qui a travaillé. C'est-à-dire, il dit, ok. Mais la mise en application, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui et lui n'est pas gestionnaire. Il est une institution, président de la République, mais secondé par tout un service appelé présidence de la République. Monsieur, ça a été déjà plusieurs fois dit lors de ce procès. On a expliqué, des gens intellectuels et intelligents ont expliqué, mais je regrette que le prince Pengue revienne encore là-dessus, mais tu vends très mal ton image. Je dis ici que le chef de l'État, même quand Kamerhe dit que le chef de l'État me charge, c'est une formule administrative. Ça ne veut pas dire que c'est le chef de l'État qui a dit, bon, Kamerhe, mets-toi là. Commencez à écrire. Non. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà travaillé à ce niveau-là, ils savent que les lettres sont conçues par des personnes qu'on n'a jamais citées. Et le directeur de cabinet ne fait que lire. Parce qu'en fait, lui n'a pas le pouvoir de donner l'injonction du fait qu'il est certes directeur de cabinet du chef de l'État, mais c'est un personnel administratif. Il n'a aucune responsabilité politique. Donc, il ne peut pas dire moi, Kamerhe, je. Non, il dit au nom du chef de l'État. Et M. cela ne veut pas dire que c'est le chef de l'État qui lui a dit va tremper dans la magouille et va acheter des hôtels à Amida et tout ça. Non, c'est regrettable. Non. Je pense, pour finir, les gens doivent apprendre à connaître Félix Tshisekedi Tshilombo. On le connaît déjà. Non, vous ne le connaissez pas mieux. Je veux vous l'apprendre qu'il est fils d'Étienne Tshisekedi, qui est l'un des 13 parlementaires qui ont fait un diagnostic, qui ont mis en cause la gestion Mobutu et ils ont produit la lettre de 52 pages. Alors, ils ont mis en cause une gestion calamiteuse, une gestion dictatoriale, et Félix a vécu la création de l'UDP dans sa maison, son évolution, et Félix ne peut pas aller dans le sens de non. Vous savez, non, s'il vous plaît, monsieur Yvon, vous savez, ne peut déceler le désordre que celui qui a la culture de l'ordre. Comme Félix a la culture de l'ordre et de la bonne gestion, c'est pour cela qu'il décèle le magouillère et tout ça. Et eux sont dans l'incapacité de comprendre qu'est-ce qu'on appelle bien public, qu'est-ce qu'on appelle bien privé. Tout est confondu. Et il y a même un avocat de Vital Kamerhe qui a dit que quand l'argent sort de la banque, c'est le dernier public. Quand on vous le remet, même si on vous a passé un marché que vous n'avez pas réalisé et vous avez donné d'autres choses et ça devient bien merci, privé. Monsieur Voilà comment c'est le genre de Pengue là. Ça, c'est des immoralités que nous ne pouvons pas. Très bien. Non. C'est moi qui ai la police du débat ici. Je vais vous donner la parole. Je veux vous donner la parole. Calmez-vous. Monsieur Wilson, rapidement, je pense qu'on va finir déjà avec le premier tour de la table. Comment allez-vous réagir par rapport à cette condamnation de Vital Kamerhe? Je ne vous demande pas de réagir, bien sûr,
Ouais, vous n'allez pas me demander, mais s'il y a des choses à recadrer, je crois que j'ai la permission de le faire. Vous devez le gérer par rapport au temps qu'on vous donne. Jusqu'à cela n'étienne, j'aimerais encore donner plus de leçons qui seront plus dans le droit. Oh là là, mais je pense que nous sommes ici beaucoup plus dans... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous allons, oui, c'est une auditoire vraiment scientifique. Je sens que les gens ont oublié que la procédure a été régulièrement respectée. Ça, c'est de 1. Les procès étaient équitables. S'il vous plaît, Presse Epengé, je parle science. Là, je ne parle pas discussion. Calmez-vous, vous aurez votre temps, cher Epengé. La procédure a été régulièrement et minutieusement respectée, menée au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Il est poursuivi pour avoir intellectuellement détourné l'argent de l'État. Ok? C'est établi, mais là où la bas blesse, peut-être que les gens ne comprennent pas parce que c'est les droits. Ce n'est pas l'économie, comme M. Vital Kamerhe fait l'économie agricole. Ce n'est pas ça. Quand c'est les droits, il faut dire les droits. Et il ne faut pas analyser à tête haute, c'est à tête froide. Mais quand nous analysons et puis amener des mensonges, disser des mensonges dans les médias, à outrance, moi ça m'écoeure en tant qu'intellectuel. Donc là, je rectifie carrément ce que le conseil du chef de l'État avait dit. Il y a des gens qui croient être intellectuels parce qu'ils parlent un bon français. Mais je ne pense pas, c'est le raisonnement plutôt. Il faut être raisonnable et puis être dans l'éthique et plus de responsabilités quand nous parlons devant les amis. Alors, il y a les 4 conditions étaient bel et bien réunies pour l'infraction de détournement des deniers publics. D'abord, il y a un problème de la qualité de la personne. La qualité de la personne, nous savons que M. Vital Kamerhe, en tant qu'agent public, parce qu'il travaille à la présidence de la République, de 2, l'objet de l'infraction. Je crois que l'objet de l'infraction, nous savons que c'est l'argent qui a été détourné. La victime, c'est qui? La victime, c'est qui? La victime, c'est moi, c'est vous, c'est Beledou, c'est mon cher ami compatriote Presse Epengé, Anibo, oui. et notre... Bref, ce sont les Congolais. C'est le peuple congolais qui sont victimes. Oui, c'est la République. Et là où il y a les sanctions, parce que le vrai problème, vous avez posé la question, si je vous ai suivi religieusement, quel type de sanctions qu'on a infligé à Vital Kamerhe? C'est un moyen de le mettre à genoux ou c'est un moyen de le délaisser dans la rue? Non, je ne dis pas ça. L'acte incriminé, l'intention criminelle, parce que l'argent qu'il a pris, c'est pour toute une nation, pour tout un peuple qu'il a mis à genoux. Donc, normalement, la sanction devrait correspondre avec l'infraction qu'il a commise. C'est par là. Et je demande à toute la population. J'ai vu notre cher ami qui nous suit souvent sur Télé 7 dire que le chef de l'État devait intervenir. Mais non, mon cher ami, ça ce n'est pas l'école des droits. L'état des droits que M. Félix Tshisekedi devait mettre en place, ça concerne vous et nous. Parce qu'aujourd'hui, un général peut passer, peut être giflé. Alors tu n'as pas le droit d'aller le porter plainte à l'auditorat général. Non, mais aujourd'hui vous avez l'amabilité d'aller devant la justice. Donc c'est un point fort. Et ça, c'est, vous savez, dans des États respectueux, vous verrez que toute une mandature, la personne a mis seulement en place l'état des droits, comme ce que M. Félix Antoine Tshisekedi fait. Alors, plus loin, j'ai dit aussi, il n'y a pas un problème de protection personnelle ou des individus, mais ces Kamerhe n'est pas super, parce qu'il y a les Gékoko qui sont passés en prison, il y a mon grand frère, Dio Mindonga, l'a accroupi en prison. Mais attends, mais... Si aujourd'hui on a je sais pas, un raisonnement qui est un peu amoindri parce qu'il y a un problème des individus où on commence à traiter, mais c'est Antoine Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, on commence à l'appeler Félix Tshisekedi, je ne sais pas par quel bâton magique, parce que moi je me pose la question, si aujourd'hui nos confrères de Lamouka demandent à M. Félix Tshisekedi, je ne sais pas en quelle qualité, je me pose la question. S'ils doivent avoir la galanterie... 137 fois. Donc. 127 fois. Aujourd'hui, Presse Epengé a changé. Dernièrement, là, je te dis... Ça, c'était avant la dernière audience. Non, je regrette. À la dernière audience, il a cité à la fois 10 fois. Mais okay, aussi 10 fois. Ne sois pas allergique. Je ne sois pas allergique, sois calme. Je parle avec la protection de mes confrères qui sont... Non, mais parce que vous n'êtes pas informé. Non, monsieur, vous avez comptabilisé... Je vais vous donner tout votre temps. Moi, c'est comme ça que je dis. Nos amis, nous devons distiller la bonne information, la bonne communication et nous devons être sincères avec la parole. Je ne garde pas la parole, je vous donne la parole. Ok, très bien, merci.
Je pense qu'on a fini avec les tout premiers sujets, bien qu'il y aura à redire, mais en tout cas, il faut le gérer peut-être dans le deuxième sujet. Deuxième sujet, Aubin Minaku et Gary Sakata viennent d'introduire 3 propositions de loi portant révision de loi sur le statut des magistrats, loi sur le conseil supérieur de magistrature et loi sur les juridictions judiciaires. Est-ce que c'est opportun? Je crois que je vais vous donner la parole. Sentez-vous très à l'aise. Je crois que c'est pas. J'ai commencé par vous. Je crois que c'est pas opportun. Je crois que c'est pas opportun, mais nous comprenons bien que Kabila a été parti pour mieux rester. Comment ça? Toutes ces manœuvres-là, il faut suivre mon regard. Toutes ces manœuvres-là consistent à renforcer encore le pouvoir de Kabila, qui les dirige par procuration. Mais on va barrer la route à cette démarche-là, mais pas au niveau de l'Assemblée nationale. C'est parce que vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Le nouveau président du Mali a été réélu il y a moins d'une année. Il a été réélu. Ça dit qu'il est à la tête des institutions légitimes. Mais malgré cela, le peuple malien est sorti en millions, massivement pour dire, même si on t'a réélu il y a une année, on sera compte que tu es incapable de gérer le Mali, tu dois partir. On n'a pas demandé aux Maliens d'aller négocier avec le Parlement. La CEDEAO est arrivée. Même là, les propres camps du président ont dit non, il faut qu'on trouve une solution. On ne va pas aller dans le cas des institutions que le peuple conteste. C'est comme ça qu'on dit en Sciences Po que tout pouvoir qui cesse d'agir au nom et pour le compte du peuple cesse d'être légitime. Même si ce pouvoir-là a été investi aujourd'hui. Si demain il pose des actes qui sont contraires aux aspirations du peuple, le peuple peut demander son départ. Ce que les Minaku font là, ce sont des manœuvres qui consistent à pérenniser le système de Kabila que le peuple a vomi. On va les barrer la route, pas à se fonder sur ces institutions légitimes. L'institution parlement est contrôlée à 90% par les kabylistes. Si vous allez dans une démarche interinstitutionnelle, les kabylistes seront tellement confortables et ils vont vous envoyer à la couillonville. Nous n'irons pas à cette voie-là. Mais ce que je voudrais dire ici, une petite mise au point par rapport à la première question, c'est que nous sommes tous d'accord que ici, si vous avez bien suivi les procès, je parle des faits, on n'invente absolument rien. Parce vous revenez encore rapidement sur ça? De quoi parler de la science? Mais parlons science. Là, vous savez pourquoi on définit la science comme étant un discours ouvert et inachevé? 20 secondes pour c'est parce que nous, on a des prétentions. Tous là, on a des prétentions qui peuvent être demain ou soumises à des contestations ou à des compléments. Ici, ce que je voudrais en train d'expliquer, c'est que même à se référant, comme disait Pierre-Jacques Chaloup à l'époque, il dit, moi je suis Hélène d'origine, mais je suis congolais. Tropicalisons les raisonnements. Vous êtes père, vous avez des filles et des garçons. Vous êtes papa. Les garçons deviennent des ivrognes et des chégués. Les filles des prostituées. Tu habites dans cette maison-là. Et quand on vient te demander, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas si élevé tes enfants, tu dis non, si les filles sont devenues des prostituées, les garçons des ivrognes, ce n'est pas de ma responsabilité, allez demander ce qu'ils ont fait de leur vie. Ici, ce que je veux dire, c'est quoi? Rapidement. C'est une métaphore pour dire, Monsieur Félix Tshisekedi a un cabinet. Kamere, comme directeur de cabinet, je l'ai été également pendant 6 ans dans une très grande société. Un directeur de cabinet ne fait que coucher sur papier la volonté de son chef. Il y a une notion d'appréhension. Kamere lui-même a dit que je n'ai jamais eu à rédiger des correspondances sans en parler au préalable au président. Très bien. C'est le propos de Kamere, s'il vous plaît. Oh là là. Kamere ajoutera ceci. Kamere ajoutera ceci. Que toutes les correspondances émises, il y a eu des ampliations, c'est-à-dire des copies réservées au président. Le président est entouré de plus de 200 conseillers. Comment pouvez-vous nous dire que tout ce que Kamere a fait, le président n'était pas au courant? C'est pourquoi nous disons, nous, au sein de la MOCA, nous disons qu'ici, on ne dit pas qu'on accuse Félix. On dit qu'en tout cas, pour que les Congolais ne pensent pas que Kamere est victime d'un complot politique, à un moment donné, Félix Tshisekedi, qui dit être le chantre ou le père de l'état des droits, qui lui disent, écoutez, moi Félix Tshisekedi, parce que vous me soupçonnez d'avoir fermé les yeux sur ce que Kamere a fait, voici moi, mon rôle a été... celui-ci. Et puis il définit son rôle. Okay, la loi le permet largement. Ce n'est que logique.
Et je suis en disant, s'il vous plaît, mon cher, arrêtons des sentiments. Très bien. J'insiste, je persiste. Que Kamere a été cité depuis l'affaire de 15 millions. La condamnation, même si c'était 40 ans, pour moi, ce n'est pas là le plus important. Quand il a volé l'argent de l'État, du fait que le chef de l'État a été cité, voilà. Oui. Le fait pour nous, donc, Kamere a été sanctionné, voilà, pour nous, ce n'est que justice. Ouais. Est-ce qu'il y a eu complot maintenant, tout ça? Ça, en tant que politique, je suis bien placé pour le dire. Très bien. Mais je vais rester objectif, qu'ici, M. Félix Tshisekedi donne sa version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. Pourquoi lui, en tant que chef, a laissé voler l'argent de l'État alors qu'il était là? C'est-à-dire, demain, on va nous dire que Kamere avait signé un contrat, avait signé des accords avec le Rwanda. L'armée rwandaise entre au Congo, Félix Tshisekedi dit, je n'étais au courant de rien, c'est Kamere. Alors, qui est la question qu'on pose? La question, une question. On vous a suivi. À la présidence de là-bas, qui dirige? Non, s'il vous plaît, important. Une seconde. Vous avez déjà dit l'essentiel. Qui est le chef de qui? Non, s'il vous plaît. Qui est le chef de qui? Est-ce que c'est Kamere qui est le président de la République? Félix directeur de cabinet? Ou bien c'est Félix qui est le président public, directeur de cabinet? L'élégance, merci, on vous a suivi. D'où Jésus. Alors, vous avez suivi déjà ce que mon ami a dit ici. Mais ici, nous sommes plus préoccupés par rapport à cette proposition de loi par Robin Minouakou et Gary. Est-ce que cela est vraiment opportun le moment? Vous avez tellement une complicité avec Prince Peng. Oh là là! Vous me laissez tellement le temps de parler. C'est comme si on est venu suivre les discours de Prince Peng. Avant moi, vous avez J'espère au moins que vous aurez, s'il vous plaît, vous êtes en train de grignoter mon temps d'antenne. Voilà. Je crois que vous allez être équitable dans le dispatch de timing. Je crois que quand on est un homme, on se dit un homme d'État, il faut qu'on ait aussi cette carrure-là, même dans son parler, dans son aisance. Je crois qu'en fermant les yeux, écoutant Prince Penge, j'ai l'impression que nous sommes au Parlement debout. Voilà. Il est en train de parler exactement comme les parlementaires debout, avec aucun soubassement de tout ce qu'on a dit. On a évoqué des éléments de droit ici, pour parler du procès Kamere. Lorsque, par exemple, vous parlez de la Mouka, n'engagez pas la Mouka. On a suivi la déclaration de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba. Que ce que vous racontez à RFI, Félix doit se pointer, etc. N'engagez pas la Mouka. De quelle la Mouka vous parlez? Encore qu'il faudrait savoir, est-ce que la Mouka existe toujours? Vous parlez de la Mouka Fayoulou? Parlez-vous de la Mouka Jean-Pierre Bemba? Ou vous parlez de quelle la Mouka? Donc je crois que la Mouka est un monstre. Est un monstre qui a plusieurs têtes. Aujourd'hui, on sait établir les rapprochements qu'il y a aujourd'hui entre Kabila et Martin Fayoulou. Vous avez dit que vous êtes politicien. Mais parlons justement les non-dits des cartes. Donc il ne faudrait pas venir distraire les Congolais ici avec la Mouka qui existe pratiquement que dans la tête des Prince Penge. J'aimerais quand même embrayer sur les éléments qu'on a évoqués ici autour du procès. Vous dites que Félix Tshisekedi a été cité plusieurs fois. Mais Kamere a dit, il dit qu'il jouait les tout pour les tout. Il dit, je suis très sérieux comme la crise cardiaque. Je joue ma carrière. Il avait l'occasion d'amener ses annotations dont il avait promis. Voilà, ces annotations sont là. Il ne s'agit pas des mots. C'est le chef qui m'a demandé d'écaisser les 57 millions sans pour autant qu'il y ait un avenant. Voilà des annotations par rapport à la lettre du directeur général des marchés publics. Kamere pouvait amener ces annotations. Mais lorsqu'on attend les annotations, quand nous amène Kamere, il nous amène un DVD qu'on a tous suivi. Est-ce que quand le chef de l'État dit « j'instruis », cela veut dire que vous devez procéder au recours de marché gré à gré biaisé? Non. De ça, il ne faudrait pas faire la confusion autour de ça. Il y a une responsabilité. À l'entame de l'émission, je l'ai dit ici, Kamere s'est comporté comme un co-président de la République. On sait ce qui s'est passé, la passe d'armes qu'il y a eu entre Kamere et le conseiller Bibonda. Ça nous a pratiquement peint les tableaux de ce qui se passe à la présidence de la République. Et je vous ai dit ici qu'il y a eu une réunion importante à la présidence de la République au mois de janvier, où le chef de l'État disait qu'il n'avait pas accès aux dossiers importants du cabinet, notamment les dossiers des prisons préfabriquées. Et lorsqu'on met les yeux dedans, on voit qu'il y avait la mafia. Donc il ne faudrait pas revenir à ça. Ça, c'est perdre l'État inutilement. Lorsqu'on parle des projets 100 jours, il n'y a pas que ceux qu'on cite ici. Il y a aussi la gratuité de l'enseignement, qui du moins reste effective dans l'ensemble du territoire. Il faudrait en parler. On n'est pas opposant que pour sortir les côtés néfastes des choses. Il faudrait en parler, ça pour ces pays veut l'ignorer. Il faudrait qu'on évolue dans les bons sens des choses. Vous avez dit ici que les 100 jours, le procès a commencé par... Félix Tshisekedi doit officiellement s'expliquer. Il va s'expliquer par rapport à quoi? Moi, je l'ai dit ici. Kamere, on a posé la question. Vous reprochez-vous de quelque chose? Il dit qu'il ne se reproche de rien. Et il va en justice. Il y a des éléments probants de droit qui les clouent. Et Félix Tshisekedi devrait s'impliquer. Pourquoi? Pourquoi il devrait s'impliquer? Il a trahi qui?
Donc je crois qu'il est aujourd'hui très clairement défini que la justice fait son travail. Voilà pourquoi l'état des juges dont parle Janine Mabunda fait peur au FCC. Voilà pourquoi j'en viens d'ailleurs à la proposition de Minakou, qui est une proposition suicidaire. Les Congolais doivent s'élever par rapport à ça. Pour une première fois qu'on voit des puissants qui détournent l'argent des Congolais être devant la barre, être cloués pour les faits qui leur ont été reprochés, oui. On voit les FCC s'agiter. Pourquoi les FCC s'agitent? Parce qu'il y a un dossier, Albert Yuba, Prince Pengel l'a évoqué ici, parce qu'il y a un dossier au niveau de la CENI, Undanga a pris, lui, ses enfants, etc. Les 1 milliard qui se sont distribués avec cette histoire, fameuse histoire des machines à voter. Pourquoi les FCC s'inquiètent? Il faut commencer par scruter l'intention de Minakou. Voilà l'intention de Minakou. Il dit que désormais, le statut des magistrats sera défini par les ministres de la Justice. Mais c'est grave. Ça va en violation, je ne vais pas faire du juridisme ici, mais ça va en violation de la Constitution. Le statut des magistrats est défini dans la Constitution. Je m'en tiens à l'article 151 et 152 de la Constitution. Les statuts des magistrats, les rôles définis dans la Constitution. Et comment est-ce que Minakou va nous dire que non, désormais, c'est le ministre de la Justice qui va être le patron du Conseil supérieur de la magistrature? Mais ça, c'est très grave. Et l'intention y est là. Voilà l'intention. L'intention, c'est que le FCC veut octroyer autant de pouvoirs au FCC pour déclencher des actions disciplinaires contre le magistrat. Désormais, un ministre peut s'élever un matin, il déclenche une action judiciaire contre le magistrat, il révoque un magistrat, il réhabilite un magistrat, il a pratiquement tous les pouvoirs. Il peut même aller plus loin. Il va... C'est ce que Minakou appelle mini-conférence des procureurs. Mais non, en réalité, il viole la Constitution lorsqu'il dit, par exemple, les ministres de la Justice devraient désormais convoquer les conseils supérieurs à la magistrature. Donc, bref, mais c'est très grave. Cette proposition est intentionnelle. C'est anticonstitutionnel. Tout ceci, c'est pour échapper à la justice. Je vais terminer pour dire pourquoi les FCC s'agitent. Les FCC ne s'attendaient pas à ce que demain, qu'il y ait finalement ce qu'on appelle une justice debout. Moi, je le dis toujours, je le rappelle. La justice dort, mais ne meurt pas. La justice congolaise a longtemps dormi et aujourd'hui, la justice congolaise s'élève. Il faut faire bloc autour de ça. L'intention, c'est quoi? L'intention, c'est que les FCC veulent gérer les magistrats, les procureurs, les magistrats, veulent influencer. Avant que les procureurs n'instruisent un dossier, il faut qu'il y ait avis du ministre de la Justice. Mais ça, c'est très grave. Et à ce stade de choses, il faut que les Congolais se mettent debout comme un seul homme pour faire barrage à ce projet, comme on l'a vu d'ailleurs à l'époque avec l'ONIP. Souvenez-vous de l'ONIP, où Minakou, très complaisant, voulait conditionner les élections avec le recensement, qui nous amenait pratiquement dans 3 ou 4 ans. Mais on l'a vu, Kengo étant sage, il a dit pendant que vous hasardez ici à voter telle loi, regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe dehors. Là, nous sommes en 2015. En 2015. Donc, Prince Pengel a rappelé ici, il ne faudrait pas... vous pouvez être majoritaire au niveau des institutions, mais les peuples gagnent toujours. Aussi Chimanga le disait. Souvenez-vous de Rossi Chimanga. Le peuple ne laissera pas passer cette histoire. Cette loi donc le peuple va s'élever et lorsque Minakou promet sur Top Congo que cette loi va passer parce que nous avons la majorité et les Congolais, je prends le risque de parler au nom de Congolais, cette loi ne passera pas parce que les 90 millions de Congolais se sont alignés derrière contre cette loi pour que cette loi ne passe pas et que la justice continue de faire son travail. On veut voir Yuma défiler devant la barre. Non, on veut voir tous ceux qui sont cités. On veut voir tous ceux qui... Matata Pogno. On veut voir tous ces gens. On nous a parlé ici des projets Bukangalonzo. Mais qu'en est-il de Bukangalonzo? Un éléphant blanc, des millions de caissés. On vient même inaugurer. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait aujourd'hui qu'on défère tous ces gens-là devant la justice pour que la République gagne. Très bien, merci. Monsieur Adibo, rapidement, c'est vrai, nous sommes talonnés par les temps. Rapidement par rapport à ces sujets. Bon, je constate par contre qu'il faut souvent faire attention aux gens qui préparent et défendent leur thèse alors qu'ils sont très occupés par les charges publiques et généralement ils n'ont pas assez de temps de recherche. Donc les conséquences ne peuvent qu'être celles que nous sommes en train de constater. Mais je voudrais aussi rappeler que nous devons aussi avoir la culture de nous taire quand nous n'avons rien à dire. Donc il y a des choses qui sont en train d'être expliquées ici qui me dépassent un peu. Je voudrais relever le fait que le chef de l'État a son juge naturel, c'est vrai.
le chef de l'État a une immunité, il a des responsabilités qui commencent quelque part et qui jusque-là, il n'y avait pas de raison pour que le chef de l'État aille se faire témoin quelque part. Donc rien n'est prévu et il faut savoir que c'est le symbole même de l'unité nationale. Très bien. Bon, quant à ce qui concerne... Non, mais pour ces histoires de lois, les lois Minaku et Masakaou, c'est pas... Et Gary Sakata. Oui, Sakata ne passeront pas. Ok. Vous savez, il y a un problème. Nous sommes en train... Il y a deux écoles qui s'affrontent ici. L'école de gens qui croient qu'ils peuvent tout faire, et l'école des droits qui vivent après que le droit romain ait existé. Alors, moi, j'essaie, ce que notre ami a dit est vrai. Les gens sont en train de voir déjà leur situation dans les jours qui suivent. Ok, très bien. Ils ont peur, non, s'il vous plaît, je dois quand même passer mon temps. Oh là là, sinon nous risquons de ne jamais aborder presque des sujets qui sont tout ce que je leur demanderai, tout ce que je leur demanderai, est que ceux qui doivent au FPI, qu'ils aillent déjà rendre. Ceux qui savent qu'ils ont géré, ils peuvent déjà réparer comme ça, il n'y aura pas de problème. Qu'ils ne fassent pas cette fuite en avant. Et M. Tundaya Kasenda, ministre de la Justice, et garde de Sceaux, je crois qu'il comprend le contenu de ses fonctions. Très bien. Il n'est pas bon, que les gens, ils viennent de tout le monde. Oui. Imaginez que le magistrat soit maintenant soumis à l'ordre des politiques. Et ça ne marchera pas. On a compris, c'est ça l'essentiel de votre message. Rapidement, Kengete, vous avez aussi une lecture par rapport à ça? Oui. Oui, qu'est-ce que nous pouvons retenir de vous? Pour moi, je ne vois pas l'importance de cette loi, de ce projet pour le moment, alors que la population souffre. Oui. Je pense que M. Benminan peut introduire un autre projet en lieu place de celui qui doit revisiter. Sur la vie sociale, au lieu d'introduire ce genre de loi. Ok, merci. Wilson Mondemba. Oui, ça c'est l'esprit d'égarement. Les gens ont peur de l'état de droit. C'est juste ça, mais c'est bien. Un message juste conçu. Non, pas un message conçu. Il y a des matières qui. Il y a de la matière, mais les temps nous fait que la population on a juste un sujet. Soit éclairé, s'il vous plaît. Nous ne saurons pas quitter ces plateaux sans pour autant. Je promets 2 minutes. Rapidement. Je ne suis pas du genre de prendre la parole comme ça. Ok, très bien, rapidement. Je me demande où sont les organisations, les CLC, les ONG, les partis politiques, les LAMUCA. Quand on vient plutôt pour dire le mal de Félix Tshisekedi, mais là où il y a l'intérêt de la population, ils n'agissent pas, je me pose cette question-là. Donc ce sont des discours d'anathème, ou je peux l'appeler aussi des discours de haine vis-à-vis d'un individu. Mon célèbre Beledou a balayé cette histoire pour dire à M. Minaku que j'ai beaucoup de respect, mais c'est un fils d'un magistrat. Comment est-ce qu'il peut fouler au pied le travail qui a fait de lui ce qu'il a aujourd'hui? Son papa était magistrat de haute facture. Il a été révoqué par lui. Comment il a été la magistrature? Monsieur Animo, calmez-vous. Je me pose la question. Ils veulent commettre l'erreur qu'est Mouzé. Attendez, vous aurez à chacun ne fût que 2 secondes, oui. Ils veulent commettre les mêmes erreurs que Mouzé avait commis à l'époque en refoulant les magistrats. D'autres qui n'avaient pas de problème, ils se sont retrouvés dans ce problème, partir pour remplacer les gens qui sont analphabètes juridiquement. C'est là où je pose la question. Monsieur Aubin, pouvez-vous référer à la loi Bochab de 2015 qui a amené la mort à la population congolaise? Et je demande aussi à la population d'être éveillée, de se mobiliser comme un seul homme, d'aller pas qu'on ait à défendre Kabound seul, d'aller pas défendre des individus au Parlement, que nous nous levons tous pour aller devant ce Parlement-là qui veulent s'accaparer de la justice d'aujourd'hui. Un coup d'État. Ok, très bien, merci. On finit déjà, on prend ces sujets. Et à chacun 2 minutes. Je commence par Beledou. Oui, c'est vrai. C'est vous qui avez. Non, c'est vous qui avez commencé avec ces sujets. C'est vous qui avez commencé et on a fini. Il a parlé pendant 10 minutes. Voilà, d'ailleurs, on est en train de chronométrer les différents temps d'antenne de chacun de vous ici. Alors, mon cher Beledou, c'est vrai, la question de la CENI au niveau de la présidence dérange. Les religieux sont divisés. Comment vous pouvez réagir par rapport à cela? Est-ce que nous sommes dans une bonne direction ou carrément nous sommes en train de reculer encore davantage pendant qu'on veut aller beaucoup plus loin par rapport aux élections qu'on a connues en 2018? 2 casquettes de Rossard Malonga. D'abord, c'est un imposteur. Oh là là. Puis,
c'est Nangabis. Pourquoi c'est un imposteur? C'est parce que il s'est présenté au nom de l'église kimbanguiste, mais on a vu les sages, les prêtres de l'église kimbanguiste faire une déclaration pour dire on l'a jamais vu. Je ne sais pas si là-bas ils prennent l'Eucharistie ou quoi, ou la communion. On l'a jamais vu, ne serait-ce que passer et faire un tour en Kamba. Vraiment. Donc il n'a jamais été kimbanguiste, c'est un imposteur et ça c'est très grave. Et je pense qu'il faudrait même que les kimbanguistes poursuivent une action en justice contre ce monsieur qui utilise l'étiquette de mon église, l'église de Simon Kimbangu, pour des fins pratiquement pécuniaires et personnelles. Et de deux, je disais que c'est Corneille Nangaa bis dans la mesure où on sait comment est-ce qu'il a atterri à la Commission électorale nationale indépendante, à la CEI à l'époque avec Malou Malou. Parce que vous le savez, la composition de la CENI, il y a des partis politiques qui envoient leurs délégués. Ensuite de cela, il se passe les communautés, comment on appelle ça, la société civile délègue les leurs pour finalement avoir les présidents, etc. Mais il est arrivé dans les quotas du PPRD. Voyez-vous, Ronsard Malonga est arrivé dans les quotas du PPRD. Donc quelque part là, vous rejoignez la position indépendante. Donc oui, je disais là, c'est plus loin. Et lorsque, non, je rappelle d'abord ses origines, avant maintenant, dans une minute je vais rappeler. Oui. Et lorsque vous allez plus loin, il a été secrétaire exécutif national, technique de la CENI, de Corneille Nangaa. Donc pour dire que c'était lui le cerveau de la machine à voter, la cheville ouvrière comme vous le dites. Alors comment expliquer le fait que les États-Unis vous reprochent le fait d'avoir détourné pratiquement 100 millions de dollars dans cette fameuse histoire des machines à voter. Vous êtes sur la liste noire, on va vous confier l'institution qui se veut indépendante. Donc je crois que c'est très grave. Il faudrait revoir un peu, mettre du sérieux dans cette histoire qui devient un peu une pétolière. Je crois que ce qui est important actuellement, c'est d'oublier Ronsard. Il faudrait l'oublier et il faudrait, on a suivi les déclarations de catholiques, on a vu les CC, il faudrait qu'il y ait une transparence autour de ça. Il faut refaire ces élections. Voilà la sortie. Il faut refaire ces élections et il faudrait s'insurger contre l'argent qui circule, puisque je ne citerai pas les noms ici, mais nous avons appris, nous continuons les enquêtes et nous savons même les montants qui se distribuent. Ok, très bien, merci. Monsieur Alibo, rapidement, en une minute. Bon, sur cette question de la CENI. Au départ, je voulais soutenir l'élection qui a eu lieu, mais avec les données que vient de mettre à notre disposition notre ami, je crois que la fraude corrompant tout. Moi, je n'appuie jamais les tricheurs. Donc, je n'ai jamais été d'accord avec les tricheurs. Je regrette beaucoup, Malonda, j'étais soutenu de par ton expertise, mais quand tu es venu dans le lot du PPD... Donc on a révélé quand même certains éléments qui font que... qu'on reprenne. Mais où est passé Ecofo, les CC? Où est passé Ngoï Christopher? Je voudrais quand même ceux-là, s'ils peuvent, parce que je me souviens encore du jour où Ecofolisa le PPRD à l'époque, et ce qui s'est passé, je pense que c'est quelqu'un sur qui il faut compter. Donc voilà, au moins celui-là est de l'église. Allez, Kingete, rapidement, tu as une idée quand même sur ce qui se passe au niveau de la présidence des CENI? Oui, parce qu'on moi, je peux dire que M. Ronsard Malonda est compétent à diriger la CENI parce qu'il a une expérience, il a déjà travaillé dans cette institution. Mais il est politique. Il est politique. Il est politique. Il n'est pas crédible. Je dois quand même le protéger rapidement. Il n'est pas crédible parce qu'il a travaillé avec, avec 3 fraudeurs. Ok, ça va. Merci. Mon ami, rapidement, et puis on va chiter avec France et Pégué. Moi, je m'insurge contre la déclaration des églises protestantes. Vous allez voir que j'ai réfléchi autrement. M. Malonda, je regrette beaucoup pour lui. Peut-être que lorsqu'il y a déjà des faussetés dès le départ, ça mène tout à biaisé. Oui. Mais par contre, par rapport à l'expertise, je peux encore appuyer l'idée de mon ami. Donc, rejoindre ce que Kingete a dit. Mais ce qui est vrai, nous recommandons aux églises vraiment d'être les princes de la parole de Dieu. Parce que là, nous sentons aussi sont politisés. C'est une vérité qu'on doit se le dire, parce que comment expliquer, ils étaient à 8 après élection, 2 se sont soustraits. 2 se sont retirés. Pas retirés, se sont soustraits, je pèse les mots. Après le vote. Ça c'est la malhonnêteté intellectuelle aussi. Ils doivent être sincères, parce qu'ils se sont accordés, quand même il y a des principes. Ok, très bien, on finit avec Prince Pégué rapidement sur cette question de la CENI. Bien avant d'y arriver, je voudrais faire une petite mise au point à mon rapidement, vous n'avez que 3 secondes et puis on finit. Mon frère ici, Beledou, oui. Écoutez, Prince Pégué préfère être plutôt que paraître.
il me demande d'être charismatique, mais Prince Epenge est un homme qui est issu du peuple. Je suis venu faire la communication politique. Lui, me semble-t-il, c'est un journaliste qui apparemment passe le plus clair son temps dans le plateau de télévision au lieu de faire son travail. Oh là là. Mais je préfère rester parler. Il y a des millions de gens qui veulent écouter Prince Epenge parler. Donc j'ai un message. Alors, il parlant de la gratuité de l'enseignement. Messieurs, je voudrais vous informer que presque toutes les nouvelles unités recrutés par M. Félix Tshisekedi ne sont pas payés depuis 6 mois. Les enseignants. Les médecins ne sont pas payés. En tout cas, je sens qu'il faudrait qu'on revienne un peu dans un autre débat. Concernant la Mouka, Prince Epenge, ils ont parlé, je te calme. Tu m'as dérangé. Prince Epenge, tu es là, de la Mouka de Calme. S'il vous plaît. Il a évoqué le nom des Assume-toi, papa. Calme-toi, mon cher. Tu me laisses parler quand même. Tu es de la Mouka Il a évoqué le nom de Jean-Pierre Bemba Gombo et de Katumbi, nos aînés, que nous respectons bien. Ils ont émis un point de vue en disant Prince Epenge, Katumbi dit qu'il n'était pas d'accord avec moi. Bemba dit qu'il n'était pas d'accord avec moi. Président Elim Martin Fayulu dit qu'il était d'accord avec moi. Président Mouzito dit qu'il était d'accord et il soutient la position de Prince Epenge. Donc, au sein de la Mouka, la liberté des tons est souhaitée. La liberté d'expression est encouragée. Ok, très bien. Nous ne sommes pas un camp militaire. Et là, je voudrais lui dire, par rapport à Malonda, calmez-vous. Au sein de la Mouka, par rapport à Malonda, nous disons ceci. La CNI doit être restructurée. Très bien. Nous disons, on doit commencer par l'audit financier. Nanga a géré $1 milliard. Il faut que Nanga nous dise comment il a géré cet argent. Deuxièmement, que Nanga publie les résultats de 2018, bureau de vote par bureau de vote, selon l'exigence de la loi. Suffisamment déjà avancé. Vous m'interrompez. Aussi, nous disons, tout celui qui a été lié avec la tricherie de 2006, 2011 et 2018 ne peut plus être reprise à la CENI. Très bien. C'est la position de la Mouka et nous appelons les religieux. Calmez-vous, cher ami. Voilà. On appelle avec les politiques. Très bien. Nous sommes dans l'analyse. Écoutez, nous sommes arrivés près de la Mouka. Non. Ici, nous sommes dans les analyses. C'est-à-dire, ici, nous ne sommes pas forcément dans les débats entre acteurs politiques. Mais ici, vous avez un journaliste qui fait la lecture de choses et vous également, vous faites également la chaîne. Tu es de quel Mouka? Voilà. Tu ne t'assumes pas. Voilà, merci. De parole, il me coupe. Oh là là, mais j'espère que vous avez dit quand même ce qui était plus essentiel. Donc, il faut me dire avec qui je vais débattre. Très bien, très bien. Tu n'as pas d'argument. Vous avez derrière de l'autre côté, ce sont des acteurs politiques comme vous. Tu ne t'assumes pas. Voilà, merci mesdames, messieurs, j'ai aimé. C'était vraiment un débat chaud, houleux. Merci à Bélédou. Merci beaucoup Yvon, c'était un plaisir. Vraiment, de nous avoir honorés. Je suis patron des Libertés Actu. Peut-être qu'il n'a pas la culture de la lecture de mon journal. Voilà, merci. Non, c'est un journaliste. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Le courage de dire qu'il vient défendre Félix ici. On va pas venir au nom du journalisme. Il a fait moi, je ne veux pas défendre. Je crois que entre vous les journalistes, il faut que qu'il devienne politique et qu'il assume. Est-ce qu'on peut se calmer? On peut se calmer. Merci à tout le monde qui a pris part, bien sûr, à ces magazines. Merci à Kengete, merci à Kassongo Anibo, merci à Prince Epenge, merci à Wilson Papi Mondemba et je suis en disant merci encore une fois de nous avoir honorés. Les rendez-vous est pris pour le lendemain matin autour des 10h. Je vous aime bien et on se retrouve prochainement. Au revoir. Allez, entre-temps, on respecte le geste barrière. Allez. Même des loin, je peux vous dire. Chaque jour, de 19h à 19h30, Télé 7 vous propose un journal télévisé professionnel et de qualité avec une équipe rédactionnelle de pros. Mais comment ce journal est-il concocté? Tout commence à partir de 9h, lorsque les journalistes se rencontrent au conseil de rédaction pour débattre sans passion
autour des questions d'actualité. Le problème se pose, qu'est-ce que nous devons dire pour que nous ne puissions pas juger parce que le dossier est en instruction? Qu'est-ce que vous vous proposez? Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans nos papiers de fond par rapport à ces choses? Je rejoins ce que mon ami Élie avait dit au début. C'est-à-dire nous sommes obligés d'abord de retracer l'histoire sur cette histoire,